Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 145e briefing. Alors, nous sommes au complet aujourd'hui pour le mener à bien avec pas mal d'informations. Je crois qu'aujourd'hui, on va revenir avec Arnaud un peu plus sur les choses plus basiques d'économie et des choses comme ça. Donc, tu peux commencer. N'hésite pas à nous délivrer ton savoir immense comme d'habitude. Merci beaucoup et bonjour à tous. Quelques nouvelles d'économie avec Vladimir Poutine qui doit participer demain au forum annuel de l'association patronale d'Elava RSI qui se tiendra donc à Moscou. Pour mémoire, il avait déjà participé en mars au congrès annuel du RSPP qui est l'équivalent du MEDEF en Russie en quelque sorte. Donc on peut attendre une prise de parole sur les sujets économiques du président russe demain. Quelques chiffres. Selon Rostat, 7,9 millions de retraités russes continuent d'exercer une activité contre près de 15 millions en 2015. Donc, on voit quand même une réduction assez sensible. Et en moyenne, les personnes concernées travaillent 7 ans après avoir fait valoir leur droit à la retraite, donc dans le cas d'un cumul retraite et activité. Les exportations de charbon qui ont augmenté via les ports de Russie, augmentation de 18% sur les 4 premiers mois de l'année. Là aussi, c'est intéressant parce que ce n'était pas forcément attendu. On parlait d'un engorgement, de difficultés. Il y a eu aussi des sanctions. Donc, on voit que les exportations de charbon russe se portent plutôt bien. Mais l'information économique la plus importante et qui donne à réfléchir, sans doute aux dirigeants russes, c'est la décision du conseil d'administration de Gazprom de ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2022. Pourquoi? Parce que le bénéfice net du groupe a reculé de 41%. Alors, il reste assez élevé, 1200 milliards de roubles, ça fait 14 milliards d'euros. Pourquoi cette contraction? Deux raisons principales. D'abord, une ponction exceptionnelle de l'État russe à l'automne dernier, 1200 milliards de roubles, là aussi, d'un seul coup. Et puis, évidemment, la baisse très spectaculaire des exportations vers l'Union européenne, exportations qui assuraient une bonne partie du flux de devises du groupe. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ce qui était qualifié ici de trésor national, en tout cas ce qui était assurément un pilier majeur de l'économie russe, est-ce qu'il est en danger ou pas? Il y a en tout cas des incertitudes à moyen terme. Pourquoi? Parce que la pression fiscale reste élevée. En 2023, 2024 et 2025, Gazprom doit payer tous les mois 50 milliards de roubles, c'est-à-dire 700 millions d'euros, 600 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe doit assumer un programme d'investissement très ambitieux qui concerne des projets vers la Chine, mais surtout un projet d'extension du réseau de distribution domestique. Et les perspectives de reprise d'exportation vers l'Union européenne paraissent très incertaines. Donc, on peut penser que Gazprom sera affaibli pendant au moins 4 ou 5 ans en attendant l'hypothétique mais cependant vraisemblable entrée en service du futur tube Force de Sibérie 2 en direction de la Chine. Quelques mots de politique intérieure. Sergueï Udaltsov, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le chef du Front de gauche, qui avait notamment été incarcéré entre 2013 et 2017. Il souhaite obtenir l'effacement de ses condamnations au casier judiciaire pour solliciter un emploi d'assistant parlementaire. En tout cas, c'est une figure assez connue qui retrouve ou va retrouver une certaine visibilité. Autre figure marquante de cette gauche, certains diront extrême gauche nationaliste, Zakhar Prilepine, qui avait été victime, on s'en souvient, d'une tentative d'assassinat de la part des services secrets ukrainiens le 6 mai dernier, eh bien, il a été réélu à son poste de coprésident du parti Russie Juste pour la vie. Enfin, troisième nouvelle, Greenpeace, qui en fin de semaine dernière a été déclarée organisation indésirable par le ministère russe de la Justice et qui doit donc clore ses activités. J'en viens maintenant au sujet encore le plus important de l'actualité politique de ces derniers jours, de ces dernières heures.
C'est encore une fois Evgeny Prigojine qui continue d'occuper le terrain médiatique après la fin des combats à Bakhmout. Il a accordé en début de semaine un long entretien à un blogueur sur une chaîne Telegram. Telegram est un réseau très développé en Russie et euh, Prigojine continue à livrer ses vérités qui vont d'ailleurs parfois bien au-delà du seul sujet ukrainien. Alors, de façon assez attendue, traditionnelle, il règle ses comptes une nouvelle fois avec le ministère de la Défense, avec lequel il a un lourd contentieux de longue date. Et d'ailleurs, peut-être que, je ne sais pas si on en a parlé, mais peut-être que l'origine, enfin, l'une des causes premières de ce conflit, c'est ce qui s'est passé en 2018 en Syrie, en fait, hein, avec à l'époque un bombardement américain à des résorts sur des positions de Wagner, et le ministère de la Défense n'a pas bougé le petit doigt pour condamner ou s'émouvoir ou, a fortiori, réagir. Donc, Prigojine continue de critiquer, voire d'attaquer Shoigu et Gerasimov, mais il va plus loin et il s'aventure sur un terrain plus politique. Il dit, par exemple, que les objectifs officiels de l'opération spéciale, objectifs de démilitarisation, de dénazification, sont plus éloignés que jamais. Il appelle à une nouvelle vague de mobilisation pour faire face aux défis à venir, tout en se mettant à la disposition de la Russie et de son commandant en chef. Dernier développement sur ce sujet. Alors, ce qui concerne l'interview et ses répercussions, l'Observatoire, vous le savez peut-être, publie une revue Telegram hebdomadaire où on recense les citations, les sujets qui nous paraissent les plus intéressants, les plus percutants, parce que Telegram est un espace assez particulier où il y a une liberté de ton qu'on ne trouve plus forcément ailleurs. Eh bien, sachez que l'Observatoire va faire un numéro spécial dédié à cet entretien et aux réactions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse. Et dernier développement en date, donc le journaliste, le blogueur qui a recueilli les propos de M. Prigojine a été limogé dans les heures qui ont suivi la diffusion de cet entretien. C'est une nouvelle illustration des tensions que suscitent les prises de propos de M. Prigojine au sein du système russe. Quel était son employeur? Alors, son employeur, c'était une chaîne Telegram que l'on dit financée par l'administration présidentielle. L'administration présidentielle. Ah oui, donc effectivement, problème de contrôle de l'information, visiblement. Alors, merci de toutes ces informations qui suscitent quelques questions. Gazprom, notamment, c'est Gazprom à lui seul qui finance le tube vers la Chine ou est-ce qu'il y a des structures dédiées à ça, comme en France, par exemple, pour les infrastructures? Alors, encore une fois, il y a un tube qui existe déjà, hein, Force de Sibérie 1, qui a été inauguré en décembre 2019. Et il y aura probablement, même si ce n'est pas encore conclu, Force de Sibérie 2. Et puis, entre-temps, il y a un autre tube de moindre capacité qui sera construit entre Khabarovsk et la frontière chinoise. Alors, Gazprom s'autofinance beaucoup, peut avoir recours à des prêts de Sberbank et de Gazprom Bank. Ça lui arrive sur des gros projets de façon assez classique. Donc, de ce point de vue-là, rien je veux dire, rien d'extraordinaire. Gazprom fonctionne comme un grand énergéticien. Sauf que depuis, évidemment, le 4 février 2022, Gazprom n'a plus accès aux financements internationaux, alors que les banques occidentales aimaient beaucoup prêter à Gazprom, évidemment, qui était un client solvable, prévisible, en tout cas à l'époque. D'accord, merci. Alors, ce qui était assez intéressant au tout début, c'est les chiffres sur les retraités qui continuent de travailler. Alors, c'est des chiffres un peu intrigants parce que la baisse du nombre de retraités, est-ce que c'est parce qu'ils sont morts simplement, donc ils travaillent plus? Ouais. Est-ce qu'on a en fait une idée du nombre d'années effectives de retraite, purement retraite, hors travail? Alors, ça existe sûrement, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas en tête. Non, ce qui est intéressant, c'est une vraie tendance de fond, c'est qu'il y a moins de retraités qui travaillent. Alors, peut-être parce que quand vous cumulez activité et retraite, la retraite est gelée et il y a un certain nombre d'années que ça n'a pas été revalorisé. Donc, il est peut-être moins intéressant
de continuer à travailler, mieux vaut peut-être percevoir sa retraite intégralement. Il y a aussi un effort de revalorisation des retraites, hein, par ailleurs. Donc, les retraites restent à des niveaux faibles au vu des revenus classiques. En tout cas, le différentiel entre un salaire moyen et une retraite est beaucoup plus grand en Russie qu'en France, par exemple. Mais c'est un chiffre qui interpelle. Manifestement, il y a moins de retraités qui travaillent, et sans doute parce qu'ils sentent moins le besoin financier de travailler. En tout cas, je pense que c'est l'explication la plus crédible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un chiffre brut, enfin, c'est le nombre de personnes, c'est pas un pourcentage, c'est pour ça qu'on peut se poser pas mal de questions. Mais ceci, il est vrai qu'à Moscou, par exemple, dans les villes riches, en tout cas, il y a un complément de retraite qui est versé par les villes, qui est pas négligeable. Moi, qu'à Moscou, ça doit pratiquement doubler le revenu, ou à peu près. Bon, ça va pas très loin, mais c'est quand même mieux que rien, quoi. Le charbon également, c'est intéressant. Ça part de quel port et c'est exporté où? Alors, ça part essentiellement des ports d'Extrême-Orient, hein. Sur la façade extrême-orientale, il y a plusieurs terminaux charbonniers. Les clients, bonne question, les clients, des clients asiatiques, hein, essentiellement, le Japon, Chine, probablement. Euh, Peut-être Vietnam, mais je suis moins sûr sur le Vietnam. En tout cas, plus l'Europe. Ça, c'est terminé, Oui, alors que l'Europe je le dis. était un client important, et ça s'effectuait par voie ferroviaire. Oh, oui, de toute façon, je pense que le charbon, c'est une source d'énergie relativement en perte de vitesse, donc il doit avoir moins d'usage quand même. Pas vraiment, en réalité, hein. La vérité oblige à dire que ça devrait, mais que même en Europe, chez nos chers voisins allemands, on le voit, hein, la part de consommation de charbon ne baisse pas. Comme l'indique notre directeur, en Europe, les gens retournent au charbon. Merci de cette saillie. Voilà. Très bien. Et ma dernière question, c'était Philippine est-il vraiment de gauche? Le scoop, chers auditeurs, Philippine est démocrate chrétien. Fédéraliste. En tout cas, il se présente comme tel. Il revendique une filiation. Voilà. Alors, on peut dire, est-ce que Staline est de gauche? En tout cas, lui, il s'inscrit dans ce courant-là, non pas dans un courant, par exemple, monarchiste. Voilà. Bien, ben merci de toutes ces précisions. Igor, j'imagine, tu as plein de choses à nous dire. Oui, merci. Bonjour. Alors, je vais commencer par la visite du Premier ministre russe Mikhail Mishustin en Chine, où il s'est rendu le 23 mai pour le Forum d'affaires sino-russe de Shanghai. Et le lendemain, le 24, il était donc à Pékin pour des rencontres officielles. Alors, il n'est pas venu seul, hein, puisqu'il est venu à la tête d'une délégation de 1200 personnes, qui étaient à la fois, on retrouve à la fois des chefs de région, des ministres, mais aussi des hommes d'affaires et des chefs de banque publiques. Donc une grosse délégation pour ce forum d'affaires sino-russe, où il a été question évidemment de la dynamique des échanges commerciaux entre les deux pays, qui est en plein essor. Quelques chiffres, hein, sur les 4 premiers mois de l'année 2023, le commerce entre la Russie et la Chine s'élève à un peu plus de 73 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de presque 67% par rapport à l'année dernière. L'an dernier, Russes et Chinois ont échangé pour près de 190 milliards de valeur d'échanges commerciaux. L'année prochaine, selon M. Mishustin, on devrait atteindre, voire franchir la barre des 200 milliards. Donc, c'est évidemment une relation commerciale qui est en plein essor pour des raisons que l'on connaît. Il a été largement question de dédollariser et de dédollarisation de ces échanges. Selon M. Mishustin, aujourd'hui, près de 70% de ces flux commerciaux sont réalisés en monnaie nationale, en yuan ou en rouble. Lors de son déplacement en Chine, il a rencontré le président Xi Jinping et la présidente de la Banque de développement des BRICS, Madame Dilma Rousseff. Toujours sur la Chine, le représentant spécial du président chinois pour l'Eurasie, Monsieur Li Hui, qui est, vous savez, porteur d'une initiative de médiation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, M. Li Hui est attendu à Moscou le 26 mai. Je rappelle qu'il était à Kiev les 16 et 17 mai derniers, qu'il était à Paris le 24 mai, et que donc il est attendu à Moscou. Il est aussi attendu plus tard, fin mai ou début juin, à Berlin et à Varsovie,
afin de réaliser des entretiens, donc en lien avec cette tentative de médiation chinoise, dont on vous reparlera. Le Vietnam qu'on évoquait avec le charbon, eh bien, c'est Dmitri Medvedev, l'ancien président et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité de la Fédération, qui s'est rendu le 21 mai à Hanoï pour une visite de travail durant laquelle il a rencontré les caciques du Parti communiste vietnamien, mais également le président et le Premier ministre. Il s'agit du premier contact de ce niveau entre les deux pays depuis le 24 février 2022. M. Medvedev a eu des entretiens qui ont tourné autour à la fois de la reprise des livraisons de céréales russes au Vietnam, mais aussi de la réactivation des lignes, des reprises des vols directs entre la Russie et le Vietnam. À cet égard, je signale qu'à partir du 4 juin, il devrait y avoir une ligne aérienne directe entre Irkoutsk et Hanoï qui sera réactivée. Et c'est la compagnie Ir Aero qui devrait assurer les rotations. Autre visite officielle et non des moindres, c'est celle de la gouverneure de la Banque centrale russe, Mme Elvira Nabiullina, qui est arrivée en Iran hier pour des entretiens avec son homologue iranien, M. Mohammad Reza Farzin. Les discussions ont là aussi porté sur la dédollarisation des échanges, sur le commerce bilatéral qui lui aussi est en plein essor, mais pas dans les mêmes proportions que celui avec la Chine, puisque là on est autour de un peu moins de 5 milliards de dollars d'échanges l'an dernier, mais néanmoins une progression de 15% par rapport à 2021, ce qui n'est pas rien. Donc l'utilisation de monnaie nationale pour ces échanges, selon M. Novak, vice-premier ministre, aujourd'hui, c'est près de 80% des échanges russo-iraniens sont effectués donc en devise nationale. Mme Nabiullina a beaucoup insisté dans ces échanges autour de la nécessité de développer la coopération entre les systèmes bancaires et financiers des deux pays dans cette logique, de s'affranchir de l'euro, du dollar, notamment en raison évidemment des sanctions. Et je signale que la banque VTB a ouvert un bureau en Iran la semaine dernière, donc là aussi dans cette même ordre d'idée de jeter des ponts et d'augmenter, j'allais dire, la relation entre les deux pays au niveau bancaire. On va faire un crochet par l'Arabie Saoudite, dont j'ai parlé lundi, mais cette fois-ci en raison de la visite du ministre russe de l'Intérieur, M. Vladimir Kolokoltsev, qui s'est rendu en Arabie Saoudite le 23 mai, où il a rencontré son homologue saoudien, le prince Abdulaziz Ben Saoud Al Saoud, pour donc des discussions au sujet de la coopération entre les organes de justice des deux pays. Je rappelle que M. Kolokoltsev figure sur de très nombreuses listes de sanctions. Il est placé sous sanction par les États-Unis depuis 2018. Il est sur des listes noires de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, ce qui n'a pas empêché de se rendre en Arabie Saoudite, d'y atterrir et de repartir sans problème. Enfin, concernant le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, la Mongolie enverra une délégation officielle. Donc, elle rejoint le rang des pays étrangers qui vont participer à ce grand rendez-vous économique annuel russe. Parmi ces pays étrangers qui ont déjà annoncé qu'ils enverraient des délégations, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Inde, la Chine, mais aussi Cuba. Alors, sur ces visites, en 2 mots, on a quand même eu 3 déplacements d'officiels russes assez importants, en fait 4 avec M. Kolokoltsev, mais ce qui nous intéresse là, c'est le déplacement de Mishustin en Chine, Medvedev au Vietnam et Mme Nabiullina en Iran. Chine, Vietnam, Iran, c'est quand même la vaste région eurasiatique. Ce n'est pas 3 partenaires au hasard, c'est 3 partenaires historiques, j'allais dire, et clés pour la politique étrangère russe et pour le commerce de la Russie également. Ce qui est, j'allais dire, caractéristique des orientations de la politique économique extérieure russe, déjà avant le 24 février, mais a fortiori après le 24 février 2022, puis avec des thèmes que l'on retrouve dans tous les cas, la dédollarisation, donc le commerce en monnaie nationale. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Medvedev est parti pour le Vietnam quelques jours avant que Mishustin se rende en Chine. On connaît les relations difficiles entre le Vietnam et la Chine. Et donc, je ne dirais pas que ça a pollué la visite de Mishustin en Chine, mais disons que pour la Russie, l'enjeu était, à mon avis, de se créer une marge de manœuvre un petit peu à l'égard de la Chine et de ne pas, un petit peu, j'allais dire, faire mentir l'impression, enfin, qui est parfois plus qu'une impression, que finalement, sur sa politique asiatique, elle est un peu dans un face-à-face avec Pékin.
Auparavant, il y avait les relations avec le Japon, c'est fini. Il y avait la Corée du Sud, c'est grandement diminué. Bon, il reste au-delà de ça la Malaisie, d'autres horizons, mais il y a aussi évidemment le Vietnam qui est un partenaire historique et qui depuis quelques années déploie une politique étrangère multivectorielle. Il reparle aux Américains, il parle avec les Européens, il parle avec beaucoup de monde. Et par conséquent, la coopération avec la Russie se poursuit très bien. Autre élément, et je terminerai par là, c'est que ces visites-là, c'est intéressant de le relever aussi, hein, interviennent pour certaines d'entre elles quelques jours, voire quelques heures après que M. Zelensky ait été présent à Jeddah. J'en ai parlé lundi dans le cadre du sommet de la Ligue arabe. Et 2 jours après, Vladimir Kolokoltsev vient en Arabie Saoudite, donc pour rencontrer les officiels saoudiens. Et pour ce qui est du Vietnam, eh bien, je l'avais indiqué lundi, il y avait des entretiens entre le Premier ministre vietnamien et M. Zelensky à Hiroshima dans le cadre du G7. Et là, 2 jours après, le même Premier ministre rencontre Dmitri Medvedev à Hanoï. Donc pour ces pays-là, en l'occurrence Arabie Saoudite et Vietnam, c'est un moyen pour eux de maintenir l'équidistance à laquelle ils prétendent entre les Occidentaux et les Russes concernant l'affaire ukrainienne. Voilà, Gilles. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a pas de questions. Donc, on va finir ce briefing ici. À moins que le directeur Chinsky ait de mots à dire. Pas spécialement. Si. Non, pour vous dire qu'on garde le rythme. En tout cas, jusqu'à la fin du mois de juin, on vous préviendra plus tard de ce qui se passe du mois de mai, pardon, pendant la période estivale. Peut-être des flashs extraordinaires, peut-être un format bimensuel. En tout cas, on verra de manière à ce que l'on puisse accorder nos violons et surtout s'accorder avec les vôtres du bord de vos piscines et de vos résidences hacienda estivales. En tout cas, d'ici là, tenez bon, excellente fin de semaine et très bon week-end à vous tous. Merci. Et comme de coutume, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. À lundi.